Bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mercredi 27 novembre. Le plan grand froid a été activé hier. Une quarantaine de prostituées dans les rues de Toulouse cet après-midi pour manifester contre le projet de loi discuté actuellement à l'Assemblée. Et enfin, les dangers de l'utilisation abusive d'écrans sur le développement des enfants. Mais tout d'abord, le plan grand froid a été déclenché hier en raison de baisses de température conséquentes. Les pouvoirs publics viennent de lancer un dispositif d'urgence de 3 jours pour les sans-abri. Et le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mobiliser des places supplémentaires et de renforcer les équipes mobiles, et ce jusqu'à vendredi matin. Les détails sur ce plan grand froid avec Marie Larpan, qui revient également sur le nombre de places disponibles, des places d'hébergement d'urgence disponibles à l'année à Toulouse. Depuis le 1er novembre, la préfecture d'Haute-Garonne est entrée dans son plan hivernal avec un dispositif de veille météorologique. Chaque jour, le point est fait sur l'évolution des températures. Et lorsque les prévisions de température nous disent que pendant 2 ou 3 jours, les nuits vont être en température ressentie, donc il va faire entre -5 et -10 degrés, nous déclenchons en plein accord avec la ville de Toulouse ce dispositif. Nous ne sommes plus dans les températures réelles, mais dans les températures ressenties, c'est-à-dire la température réelle tenant compte d'autres conditions telles que le vent, qui effectivement détermine une température plus basse que la température réelle. Et c'est cette température ressentie qui effectivement sert maintenant de base pour déclencher ces ouvertures de places supplémentaires. Hier soir, ce sont ainsi 72 places qui ont été ouvertes au Grand Ramier et près du Zénith. 65 personnes ont été accueillies. Toulouse dispose également de 60 places pour des familles et d'une centaine de chambres d'hôtel financées par l'État pour l'hiver. Par ailleurs, tout au long de l'année, la ville compte 660 places d'hébergement d'urgence non saisonnières. En différence avec le gouvernement actuel a été de sortir du dogme qui existait de zéro création de nouvelles places, et on a pu retravailler avec la préfecture, dont c'est la responsabilité, sur un programme de création de places. Et donc aujourd'hui, le schéma, le principe, on va dire, c'est quand les places sont créées, ce sont des places pérennes, pas simplement pour l'hiver. Pour autant, ça ne suffit pas sur la place de Toulouse. Toulouse est historiquement sous-dotée en places d'hébergement, et nous continuons à demander à l'État, au niveau national, de rattraper ce décalage qu'il y a dans les dotations de places. Qu'il faudrait immédiatement 200 créations de places d'hébergement d'urgence. Ensuite, il nous faudrait aussi des dispositifs d'hébergement d'insertion pour pouvoir du coup être pas simplement dans les mises à l'abri et l'hébergement d'urgence, mais aussi dans des dispositifs d'insertion pour retrouver l'accès au logement pérenne. Enfin, rappelons que le 115 est le seul numéro à composer pour signaler une personne à la rue et en situation de risque. À noter l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau lieu qui accueille les SDF, la halte située 13 rue des Martyrs de la Libération dans le quartier du Jardin des Plantes. Et l'entreprise de transport de colis dont nous vous parlions hier, Maury Ducrot, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise avec une période d'observation de 6 mois. D'ici là, l'entreprise devra surmonter ses difficultés et trouver un repreneur. 130 emplois sont en jeu à Toulouse. Dossier Sanofi, un comité central d'entreprise s'est tenu aujourd'hui à Paris. Une délégation syndicale du site toulousain y était présente. La CGT et Sud Chimie en ont profité pour donner rendez-vous aux salariés devant le site ce midi pour faire un point. Près d'1 an et demi après l'annonce de suppression d'emplois, la mobilisation se poursuit. Regardez. L'avenir des Sanofi est toujours en suspens. La direction annonce des licenciements et des départs vers d'autres sites, à Lyon ou à Paris. Mais pour les salariés, l'incertitude est totale. Personnellement, je ne sais pas encore exactement ce qui va m'être proposé, mais mon poste fait partie des postes qui vont être transférés soit sur Lyon ou sur Paris. Vous êtes prête à déménager ? Ah, voilà, c'est là toute la question. Effectivement, moi j'ai des attaches sur Toulouse, j'ai organisé ma vie sur Toulouse, j'ai des personnes à charge sur Toulouse, donc effectivement c'est très difficile pour moi de concevoir un déplacement familial sur Paris ou sur Lyon. Donc voilà, ma priorité est de continuer ma vie sur Toulouse. Mais je n'ai pas encore pris de décision par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, 637 personnes travaillent sur le site en CDI. La direction prévoit de réduire les effectifs à moins de la moitié. Les négociations avec les syndicats sont en cours, mais pour ces derniers, la direction ne prône ni plus ni moins que l'éclatement du site. Il y a des négociations qui ont lieu en ce moment, mais qui ne sont que sur la forme des départs.
Et nous, on en est encore à considérer que ces départs n'ont pas lieu d'être. Donc on est dans une impasse. Malheureusement, les négociations ne sont pas sur le bon thème. Il y a des gens qu'on envoie à Lyon, à Paris, des entités entières parfois. Nous, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne suivront pas, qu'il y a des choses qui sont irréalistes dans ce qui est présenté. Et en fait, c'est un éclatement. Ce qu'ils proposent, c'est de fait un éclatement entre les uns supprimés, les autres délocalisés et les derniers qui ne suivront pas le projet. Et la dernière partie, c'est un mini-projet pour le site avec à peu près la moitié des effectifs, dont on ne connaît pas les contours, dont on ne sait pas si ce sera viable ou pas. Au global, c'est vraiment une explosion du site, quoi. La direction n'a pas souhaité s'exprimer. Les salariés, quant à eux, envisagent de monter à Paris début décembre pour une manifestation nationale. Hier et aujourd'hui s'est tenue à Labège la 10e édition de Midinvest, une manifestation financée par la région, l'Union européenne et la Caisse des dépôts qui permet d'aider des jeunes entreprises innovantes à trouver des investisseurs. Le président de Midi-Pyrénées Expansion, Bernard Plano, revient avec nous sur la nécessité d'un interventionnisme des pouvoirs publics dans le domaine économique. Si vous voulez, ils ne peuvent pas résoudre toutes les crises. Quand vous avez une crise qui est le résultat d'erreurs stratégiques cumulées sur une dizaine d'années, ça devient dur à ce moment-là, quand le crash arrive au bout de 10 ans, de jouer le pompier sur un marché qui n'existe plus, par exemple, ou une organisation qui est tout à fait, qui n'est pas plus conforme à la réalité du marché. Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important l'effort du pouvoir public pour justement regarder dans le détail une société qui est en crash, par exemple, voir les possibilités de la remodeler aux nouveaux enjeux du marché et de laisser du temps, laisser du temps un peu à cette reconstruction. Et c'est là où les pouvoirs publics, c'est très important qu'ils puissent être des acteurs dans ce repositionnement des sociétés. Mais il faut que l'entrepreneur joue le jeu, totalement joue le jeu, et je ne vais pas dire que l'entrepreneur, aussi les employés. Il faut que les employés et les salariés jouent le jeu de ce repositionnement. Ce qui n'est pas évident, on voit pas mal de problèmes aujourd'hui apparaître qui sont le résultat d'erreurs stratégiques de mon point de vue, du passé. Aujourd'hui et après-demain, la proposition de loi sur la prostitution est discutée à l'Assemblée nationale. Elle prévoit un durcissement de la législation et la pénalisation des clients. À Toulouse, en fin d'après-midi, une quarantaine de prostituées et de sympathisants se sont regroupés place Belfort. L'association Griselidis, qui vient en aide aux prostituées, accueille 500 personnes par an et estime le nombre de prostituées dans les rues de Toulouse à 150 par jour. L'association demande notamment l'abrogation du délit de racolage public et l'accès aux droits sociaux pour les travailleuses du sexe. On écoute Julie Sarrazin au micro de Jean-Marc Lucas et d'Alain Sorat. Ce qu'on dit, c'est que cette loi aura exactement le même effet que la loi sur la sécurité intérieure de pénalisation du racolage, c'est-à-dire que ça va pousser encore plus les prostituées dans la clandestinité, dans la précarité. Est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas confondre prostitution et esclavage sexuel ? Ah oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on entend des choses assez... on entend des mensonges, franchement, dans les médias. Quand on fait un amalgame, par exemple, entre traite des êtres humains et prostitution des migrantes, c'est faux. Toutes les personnes migrantes ne sont pas victimes de la traite. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on veut réellement aider les personnes qui sont aujourd'hui dans la prostitution, qu'elles soient migrantes ou non, il faut leur donner des droits. Et des droits, ça veut dire tout simplement des droits communs et fondamentaux. Ça veut dire, par exemple, le droit d'avoir accès à une sécurité sociale. Parce qu'il faut savoir que les prostituées payent des impôts en France aujourd'hui et pourtant elles n'ont aucun droit à la sécurité sociale et aucun droit à la retraite. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se prostituent, elles ont 80 ans, par exemple. Premier exemple. Et puis après, des droits, c'est aussi tout simplement le droit de louer un appartement ou un local pour travailler, ce qui actuellement est impossible à cause de la loi sur le proxénétisme hôtelier. Ça peut être aussi la liberté de s'associer, parce qu'aujourd'hui, des prostituées qui souhaitent, par exemple, louer un appartement en colocation pour travailler dans des meilleures conditions, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont considérées comme proxénètes les unes des autres. Et puis des droits, enfin, quand on parle des migrantes et des soi-disant victimes de la traite, les premiers droits qu'elles demandent, elles, c'est pas la pénalisation de leurs clients, c'est l'accès aux papiers et l'accès au droit de travailler. Le Studio One ravagé par les flammes. La discothèque située sur l'île du Ramia a été victime dans la nuit de lundi à mardi d'un incendie criminel. 2 voitures en feu auraient été projetées contre le bâtiment. Les pompiers sont intervenus vers 4h30 du matin. Cet incendie est intervenu le jour de fermeture de la discothèque. Aucun blessé n'est donc à déplorer.
Affaire Kalinka à présent, cette jeune Toulousaine de 14 ans retrouvée morte en 1982. On l'a appris hier. Son père, André Bamberski, sera jugé à Mulhouse à partir du 6 février pour l'enlèvement et la séquestration en octobre 2009 de Dieter Krombach, le beau-père de Kalinda. 2 hommes, auteurs présumés de cet enlèvement, ainsi qu'une journaliste soupçonnée d'avoir joué l'intermédiaire entre eux et Bamberski, seront également amenés à comparaître. Ce méfait avait permis la condamnation de Dieter Krombach en France en première instance en octobre 2011, puis en appel en décembre 2012 pour violence volontaire aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je vous rappelle que le docteur Krombach avait notamment injecté plusieurs produits à sa belle-fille. Au printemps dernier, on s'en souvient, une crue sans précédent inondait Saint-Béat, ce village du Comminges. Aujourd'hui, le collectif Sortir de l'eau, une association de sinistrés, a décidé de porter plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils estiment que la reconstruction du village prend trop de temps et que l'activité économique en pâtit. Le sujet est signé Marlène Canal. C'est par courrier et individuellement que plusieurs sinistrés ont décidé de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Le geste est fort, mais nécessaire pour eux. Ça signifie simplement qu'on veut faire savoir au pouvoir public qu'on est vraiment dans une misère terrible. Alors que ce soit une misère financière parce que les assurances n'ont pas répondu, que ce soit une misère morale parce que les gens qui habitent en bordure de l'eau regardent tous les matins si l'eau est montée ou pas. Avec la neige, les orages que nous avons eus, je ne vous dis pas le stress de certaines personnes. Pourtant, début de semaine, le préfet annonçait l'intervention de 22 militaires du génie spécialisés dans les catastrophes naturelles. Arrivés hier, ils étaient à pied d'œuvre ce matin. Il semblerait que les militaires soient là pour enlever les embâcles qui sont encore dans la Garonne, sauf que la Garonne est montée et qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore sous l'eau. Donc on ne les voit pas. Donc il aurait été intéressant que les militaires viennent au moment où il aurait fallu, c'est-à-dire quand la Garonne était la plus basse. Ils sont là, c'est bien, mais peut-être faudra-t-il qu'ils reviennent. Pour le collectif, avec cette plainte, il s'agit d'anticiper les différents dégâts à venir. En attendant, les moisissures s'installent dans les maisons et les routes sont infiltrées. La saison touristique s'annonce mal. Quand vous traversez Saint-Béat, vous savez, en toute honnêteté, il y a quoi? Il y a 2 petits commerces qui sont ouverts sur le côté droit de la route. À gauche, il y a des travaux. La Poste est en train de faire des travaux. Le Crédit Agricole est en train de faire des travaux. Vous avez une commerçante qui a réouvert, mais c'est pas aussi joli. C'est la coiffeuse que les 2 grandes vitrines qu'elle avait. Et puis il y a un commerçant qui n'a encore pas rangé ses détritus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il reste de la Garonne. Ben, vous savez, c'est presque un village fantôme. Hein. Le collectif doit rencontrer le préfet de région mercredi prochain. Au programme notamment la sécurisation des bords de Garonne et l'emplacement des campings. Côté indemnisation, le collectif déplore qu'aujourd'hui seuls 5% des sinistrés soient indemnisés. De son côté, l'État a débloqué une première enveloppe de 1,9 million d'euros pour un total de 4 millions de travaux pour des chantiers répartis entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Béat. La plupart des domaines skiables enregistrent des hauteurs de neige très importantes pour un mois de novembre. Résultat, la saison de ski est bel et bien lancée. Ce week-end, une vingtaine de stations supplémentaires ouvriront leur domaine skiable. Et c'est le cas de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, dans les Hautes-Pyrénées, les stations du Grand Tourmalet, Barège-la-Mongie, de Puy-en-Gauly, Cauterets, Péragudes ou encore Luzardiden ouvriront également dès samedi. S'ajoute à cela la Pierre-Saint-Martin et Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. En Ariège, Axe, les 3 domaines a choisi d'ouvrir vendredi. En Andorre, l'intégralité des stations seront ouvertes à partir de samedi. Tablettes, ordinateurs, télévision, les écrans sont partout et les enfants de tout âge y sont confrontés régulièrement. Depuis le 20 novembre, journée anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le CSA a repris sa campagne télé sur la signalétique jeunesse pour sensibiliser les jeunes et leurs familles sur les dangers et les dérives de l'écran. À Toulouse, nous sommes allés à la rencontre d'un éducateur de l'ARPAD qui gère des problèmes d'addiction et d'exclusion. Il témoigne d'un phénomène de plus en plus fréquent, la dépendance et l'isolement des enfants face aux écrans. Mais tout d'abord, Marlène Canal nous dévoile quelques images des 2 spots du CSA. Le premier spot met en scène une marionnette qui s'adresse directement aux enfants pour les sensibiliser aux méfaits de la télévision. Le deuxième, où l'on voit un enfant piégé dans une tablette, s'adresse en revanche aux parents. Une piqûre de rappel sur le sens de la signalétique pour cet éducateur qui pose la question de la place de l'adulte dans la relation enfant-écran. Ils sont un peu victimes de la télé dans le sens où les adultes les mettent en situation de
pas d'être abandonnés devant la télé, mais finalement que la télé veille sur eux. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on constate de temps en temps. Toute tranche d'âge confondue, c'est ça. C'est-à-dire que la télé s'occupe des enfants. Il est où? Oh, il n'est pas sorti, il est devant la télé, ça va. Et souvent, c'est ça. Oh, il sort pas beaucoup, hein, il est souvent devant la télé ou ses jeux vidéo. Et je crois que l'enfermement, il est là. C'est-à-dire que pour certains adultes, un gamin qui est devant la télé, c'est un gamin qui risque rien. Parce qu'il n'est pas dehors, il ne va pas avoir un accident. Oui, effectivement, il ne va pas avoir d'accident, mais je ne sais pas en quoi la télé va prendre soin du gamin en ce qu'elle verse d'images difficiles parfois, de contenus difficiles et finalement d'insécurité, là plutôt émotionnelle, ouais. On est abreuvé de choses qui ne sont pas très simples. Je parle des infos, mais je parle aussi des films. C'est pas pour autant qu'on devient malade, c'est pas pour autant qu'on devient violent, mais ça participe quand même, je crois, d'une société où on se dispense de réfléchir au sens des choses. Et depuis quelque temps, les scientifiques seraient unanimes sur les dégâts du petit écran sur le cerveau des enfants. L'abus de télé nuirait aux neurones en plein développement et affecterait leur comportement et leur santé. On est plus passif, effectivement. Quand on est sur les écrans, on reçoit quelque chose. On n'en voit pas. Et le temps qu'on passe devant les écrans, on occupe le temps. Quand on n'est pas à faire une recherche spécifique sur un exposé, etc. Là, je parle vraiment pour les plus petits. Hein. Mais on occupe le temps. Je le dirais comme ça. On laisse passer le temps. S'ennuyer, c'est presque devenu un luxe depuis l'ère numérique. Et ça, vraiment, j'y tiens. Si l'utilisation des tablettes et des smartphones, de vraies petites télé portatives par les jeunes, semble irréversible, le contrôle des parents sur celles-ci ne l'est pas. En tout cas, l'abus d'écran semble ne pas faire de jaloux. Des familles bobos aux plus pauvres, tous sont touchés par le fléau. Jean-Marc Lucas, déjà parti danser sur les tubes des années 80 à la Dune, où se produisent ce soir Herbert Léonard, Julie Pietri ou encore Pat du groupe Ottawan, au profit de l'association Sophia Sfa, nous a concocté une petite sélection d'autres concerts qui se dérouleront ce soir. Ce soir au Bikini, J. et Dre, sorte de princesse trash, une Philippe Catherine au féminin, qui interprète sur un air de maîtresse d'école des chansons piquantes, pleines de vérité et d'humour. À l'opposé du style et de la personnalité de J. et Dre, vous pourrez écouter Carla Bruni, chanteuse et femme de, c'est au Casino Barrière à 20h30. Et enfin, Humbert, chanteur contrebassiste à texte engagé. Quand il parle, c'est cru, nous dit-on, et quand il chante, c'est de la poésie. C'est au Bijou, ce soir, demain et vendredi à 21h30. À la lumière du jour de mes rêves. Bonne soirée Raphaël. Bonsoir Jérôme. Bonne soirée à tous. Prochaine édition de votre journal, demain 19h.